Le soleil de cette fin d'août 1991 caressait encore les pavés de Clermont-Ferrand quand Marie-Claire et Sophie décidèrent de s'échapper. Elles ne le savaient pas encore, mais ce moment de spontanéité allait marquer le début d'une histoire qui entrait la région de l'Ardèche pendant des décennies. Marie-Claire Dubois, 23 ans, avait des cheveux châtains, qu'elle coiffait toujours en chignon strict pour respecter le code vestimentaire du petit cartorio où elle travaillait. Sophie Martin, 22 ans, portait invariablement ses lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux, presque fragile. Toutes deux partageaient la même réalité, des journées interminables dans les archives poussiéreuses, des salaires modestes, et cette sensation persistante que la vie leur glissait entre les doigts sans qu'elles puissent la retenir. « Tu sais ce dont j'ai envie ?» avait murmuré Sophie ce vendredi après-midi, en rangeant mécaniquement des dossiers dans les classeurs métalliques qui semblaient s'étendre à l'infini. De partir, juste partir, ne serait-ce que pour un week-end. Marie-Claire avait levé les yeux de sa machine à écrire. Surprise. Sophie était la plus réservée des deux, celle qui préférait ses livres aux sorties, celle qui parlait peu de ses rêves. Entendre une telle déclaration de sa part avait quelque chose d'inattendu, presque bouleversant. « Partir où ?» avait-elle demandé, une pointe d'excitation dans la voix qu'elle tentait de dissimuler. C'est alors que Sophie avait sorti de son sac une coupure de journal froissé. L'article parlait d'un projet extraordinaire en cours dans une petite commune de l'Ardèche, Saint-Pierre-de-Colombier. Une association catholique traditionnaliste s'apprêtait à y ériger une statue monumentale de la Vierge Marie, promettant d'en faire un lieu de pèlerinage majeur. Les travaux venaient de commencer, et déjà, des fidèles de toute la région se déplaçaient pour voir naître ce qui devait devenir l'une des plus grandes statues religieuses d'Europe. « Regarde », avait dit Sophie, pointant du doigt une phrase soulignée au crayon. Ils disent que c'est un endroit où l'on peut ressentir quelque chose de différent, quelque chose de plus grand que soi. Marie-Claire avait scruté le visage de son amie. Sophie avait perdu sa mère 2 ans plus tôt dans un accident de voiture brutal qui l'avait laissée orpheline et profondément marquée. Depuis, elle cherchait quelque chose, un sens, une consolation que ni son travail, ni sa vie quotidienne ne parvenaient à lui apporter. « D'accord », avait répondu Marie-Claire sans hésiter. « Partons ». Le samedi matin, elles étaient retrouvées à la gare routière avec leurs maigres bagages, 2 petits sacs à dos, une caméra analogique que Marie-Claire avait empruntée à son frère Julien et un carnet d'écolier à couverture bleue dans lequel Sophie avait l'habitude de noter ses pensées. Le trajet vers Saint-Pierre-de-Colombier était long et sinueux, traversant des paysages de plus en plus sauvages à mesure qu'elle s'enfonçait dans l'Ardèche. Assise près de la vitre du car, Marie-Claire observait les collines boisées qui défilaient. Elle pensait à sa propre situation, fille unique d'un père distant et d'une mère qui ne cessait de lui reprocher de ne pas avoir fait quelque chose de sa vie. À 23 ans, elle avait l'impression d'être déjà cataloguée, rangée dans une case dont elle ne sortirait jamais. Cette escapade représentait pour elle bien plus qu'un simple week-end. C.E. était une bouffée d'oxygène, une tentative de se prouver qu'elle pouvait encore surprendre, encore choisir. Sophie, de son côté, feuilletait nerveusement son carnet. Elle y avait noté des fragments de prières, des citations trouvées dans des livres, des questions qu'elle se posait sur le sens de l'existence. Depuis la mort de sa mère, elle cherchait désespérément un signe. Quelque chose qui lui indiquerait qu'il y avait une raison à tout cela, une logique cachée derrière la douleur. « Tu crois vraiment qu'on peut ressentir, je ne sais pas, une présence divine dans des endroits comme celui-là » avait-elle demandé à Marie-Claire, la voix presque inaudible. Marie-Claire avait posé sa main sur celle de son amie. « Je ne sais pas, Sophie, mais si ça peut t'aider à trouver un peu de paix, alors ça vaut le coup d'essayer. » Le car les avait déposés en fin d'après-midi dans le centre du village. Saint-Pierre-de-Colombier était encore plus petit qu'elle ne l'avait imaginé.
quelques maisons de pierre dispersées autour d'une place centrale, une épicerie-café qui semblait servir de point de ralliement à toute la communauté, et une église modeste dont le clocher se dressait timidement vers le ciel. L'ambiance était particulière. Des groupes de pèlerins circulaient dans les ruelles, certains portant des chapelets, d'autres des bannières religieuses. On entendait des conversations à voix basse, des fragments de prières murmurés. Il y avait dans l'air une tension palpable, comme si le village tout entier retenait son souffle dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire. Elles avaient trouvé leur hébergement grâce aux indications données par la réceptionniste de l'office de tourisme. Un petit chalet en bois tenu par Madame Bernadette Fournier, une veuve d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, tirés en chignon serré, et aux yeux d'un bleu délavé qui semblait avoir beaucoup vu. « Vous venez pour la Vierge ?» avait-elle demandé en les accueillant sur le seuil de sa propriété. « Oui, madame ?» avait répondu Sophie. « Nous aimerions voir les travaux, comprendre ce qui se passe ici. » Madame Fournier avait hoché la tête avec une expression difficile à déchiffrer. « C'est bien, il faut que les jeunes s'intéressent à ces choses. Mais faites attention dans vos promenades. La région est belle, mais elle peut être imprévisible. » Elle les avait installés dans une chambre modeste mais propre, avec 2 lits simples et une fenêtre qui donnait sur la vallée. De là, on pouvait apercevoir au loin le terrain où S élevait déjà les premières structures de béton de la future statue. Le chantier était impressionnant même à cette distance. Des grues, des camions, des ouvriers qui s'affairaient comme des fourmis autour de ce qui allait devenir un monument de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le soir venu, elles avaient dîné dans le petit restaurant du village, écoutant les conversations des autres clients. Les avis étaient partagés. Certains habitants semblaient enthousiastes à l'idée de voir leur commune devenir un lieu de pèlerinage reconnu. D'autres exprimaient des réserves, parlant à mots couverts de changement et des influences extérieures qui ne leur plaisaient pas. « Il y a quelque chose de étrange ici », avait murmuré Marie-Claire en regagnant leur chambre. « Tu ne trouves pas que les gens nous regardent bizarrement ?» Sophie avait haussé les épaules. Mais elle aussi avait ressenti cette impression de être observée, jugée. Peut-être que les étrangères ne sont pas si courantes dans un endroit comme celui-ci. Cette nuit-là, Marie-Claire avait eu du mal à s'endormir. Par la fenêtre entr'ouverte, elle entendait les bruits de la nuit, le chant des grillons, le ululement occasionnel d'un hibou, et parfois quelque chose d'autre. Des pas, des voix étouffées, comme si des gens circulaient dans l'obscurité, parlant à voix basse de choses qu'il ne voulait pas que d'autres entendent. Elle s'était levée pour regarder par la fenêtre, mais n'avait rien vu d'autre que les ombres des arbres qui dansaient dans le vent. Pourtant, cette sensation de présence invisible persistait, comme si des yeux invisibles l'observaient depuis la forêt qui entourait le village. Le dimanche matin, elle s'était levée radieux. Sophie était réveillée tôt, déjà habillée et prête à partir explorer. « Ah, j'ai hâte de voir la statue de près », avait-elle dit, les yeux brillants d'excitation. « J'ai rêvé de ma mère cette nuit. Elle me disait que je trouverais des réponses ici. » Marie-Claire avait ressenti un pincement au cœur en voyant l'espoir qui illuminait le visage de son amie. Sophie portait sa douleur avec tant de dignité, cherchant sans relâche un sens à sa perte. Si ce pèlerinage pouvait lui apporter un peu de réconfort, alors Marie-Claire était prête à l'accompagner jusqu'au bout du monde. Elles avaient pris un petit déjeuner rapide chez Madame Fournier, qui leur avait préparé des tartines beurrées et du café fort. « Vous comptez aller au chantier ?» avait demandé la vieille dame. « Oui, nous pensions nous promener dans les environs, prendre quelques photos », avait répondu Marie-Claire. Madame Fournier avait froncé les sourcils. « Méfiez-vous, il y a des gens particuliers qui traînent dans les parages. Des hommes qui ne sont pas d'ici, qui prétendent travailler pour l'association, mais qui... Enfin, soyez prudente. »« Que voulez-vous dire ?» avait insisté Sophie. « Rien de précis, ma petite. Juste, restez ensemble. Et si quelqu'un vous aborde, quelqu'un que vous ne connaissez pas,
Ne le suivez pas. Cette région a ses secrets, et tous ne sont pas bons à découvrir. Ces paroles énigmatiques avaient jeté un voile d'inquiétude sur leur excursion matinale, mais l'enthousiasme de Sophie était plus fort que tout. Elles avaient quitté le chalet vers 9 heures, leur sac à dos léger sur les épaules, la caméra de Julien en bandoulière et le carnet bleu de Sophie glissé dans sa poche arrière. Le chemin qui menait au chantier serpentait à travers une forêt de châtaigniers et de chênes centenaires. La lumière du matin filtrait à travers les feuillages, créant des jeux d'ombre et de lumière qui donnaient au paysage un aspect presque magique. On entendait au loin le bruit des machines, le va-et-vient des camions, les cris des ouvriers qui s'interpellaient. « C'est beau !» avait murmuré Sophie, s'arrêtant pour admirer une clairière baignée de soleil. « Je comprends pourquoi ils ont choisi cet endroit. Il y a quelque chose de sacré. » Marie-Claire avait acquiescé, même si elle ressentait aussi autre chose, une tension sous-jacente, comme si la beauté apparente du lieu cachait quelque chose de moins avenant. Les arbres semblaient se resserrer autour d'elle à mesure qu'elles avançaient, et elle avait plusieurs fois eu l'impression d'entendre des bruits de pas qui s'arrêtaient dès qu'elle tendait l'oreille. Elles étaient arrivées au chantier vers 10 heures. Le spectacle était impressionnant. La base de la future statue S élevait déjà à plusieurs mètres de hauteur, massive et imposante. Des ouvriers en bleu de travail s'affairaient autour de coffrages métalliques, guidant les bétonnières, ajustant les armatures d'acier. L'ensemble dégageait une énergie industrielle qui contrastait étrangement avec le caractère spirituel du projet. Un homme en costume sombre, S, était approché d'elle. La cinquantaine, cheveux grisonnants soigneusement peignés en arrière. Il portait au cou une chaîne dorée, au bout de laquelle pendait un crucifix orné. Son sourire était avenant, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Bonjour, mesdemoiselles, je suis Père Augustin Moreau, responsable de ce projet pour l'association Notre-Dame de la Source. Vous venez admirer notre œuvre ?» Sophie avait rougi légèrement. « Oui, mon père. Nous avons lu des articles sur cette statue et nous voulions voir par nous-mêmes. » Excellent. Il est toujours réjouissant de voir de jeunes âmes s'intéresser aux questions spirituelles. Vous êtes de la région ? De Clermont-Ferrand, avait répondu Marie-Claire. Nous travaillons ensemble dans un cartorio. Le père Moreau avait hoché la tête avec bienveillance. Et vous logez où, si ce n'est pas indiscret ? Chez Madame Fournier, au chalet Notre-Dame de la Source. L'expression du prêtre avait imperceptiblement changé, comme si ce nom déclenchait en lui une réaction qu'il s'efforçait de dissimuler. Ah, Bernadette, une brave femme, mais qui a tendance à colporter des histoires. J'espère qu'elle ne vous a pas effrayé avec ses radotages. Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer ces mots qui avait mis Marie-Claire mal à l'aise. Pourquoi minimiser ainsi les mises en garde de leur hôtesse? Et pourquoi cette question sur leur lieu de résidence? Dites-moi, avait continué le père Moreau, aimeriez-vous voir l'endroit d'où l'on aura la plus belle vue sur la statue une fois qu'elle sera terminée? Il y a un petit Mirante caché dans la forêt, un endroit magique d'où l'on peut contempler toute la vallée. Peu de gens le connaissent. Sophie avait immédiatement manifesté son intérêt. Oh oui. J'aimerais beaucoup. Parfait. Malheureusement, je suis pris toute la journée par les travaux, mais l'un de nos bénévoles pourrait vous y conduire cet après-midi. Un homme très pieux qui connaît la région comme sa poche. Il s'appelle Frère Emmanuel, un ancien novice qui nous aide dans nos missions. Marie-Claire avait ressenti une pointe d'inquiétude. Les paroles de Madame Fournier lui revenaient en mémoire. Ne le suivez pas. Mais l'enthousiasme de Sophie était communicatif, et l'idée de découvrir un point de vue exceptionnel était séduisante. « C'est très aimable », avait-elle dit. « À quelle heure ?»« Disons 15 heures, ici même. Frère Emmanuel vous attendra près de la cabane des outils, là-bas. » Il avait désigné un petit bâtiment en bois situé à la lisière de la forêt. Elles avaient passé le reste de la matinée à explorer les environs du chantier, prenant des photos, observant le travail des ouvriers, s'imprégnant de l'atmosphère particulière de ce lieu en transformation.
Sophie avait noté ses impressions dans son carnet, décrivant la majesté du projet, émotion qu'elle ressentait devant cette œuvre en devenir. « J'ai l'impression que maman m'a guidée ici », avait-elle confié à Marie-Claire, comme si elle voulait me montrer quelque chose d'important. Marie-Claire avait souri, touchée par la foi de son amie, même si elle-même restait plus sceptique. Elle était venue ici pour accompagner Sophie, pour lui offrir le réconfort qu'elle cherchait, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine méfiance envers cet environnement qui lui semblait chargé de non-dits. L'après-midi était arrivé trop vite. À 15 heures précises, Else s'était présentée près de la cabane des outils. Un homme les y attendait, la quarantaine, cheveux bruns parsemés de gris, vêtu d'un pullover beige et d'un pantalon de velours côtelé. Il portait lui aussi un crucifix au cou, plus simple que celui du père Moreau, et ses yeux sombres avaient quelque chose d'intense, de pénétrant. « Mesdemoiselles, je suis Emmanuel. Le père Moreau m'a dit que vous souhaitiez voir le Mirante secret. » Sa voix était douce, presque hypnotique. Sophie avait immédiatement été séduite par son allure bienveillante et mystique. Marie-Claire, elle, ressentait une gêne inexplicable. Quelque chose dans le regard de cet homme la mettait mal à l'aise, une lueur qu'elle n'arrivait pas à identifier. « C'est très aimable à vous, » avait dit Sophie. « Nous sommes prêtes ?» Emmanuel avait souri. « Parfait. Le chemin est un peu escarpé, mais la récompense en vaut la peine. Suivez-moi. » Il les avait conduites vers un sentier étroit qui s'enfonçait dans la forêt, loin du chantier et des chemins fréquentés. Marie-Claire avait noté que ce sentier ne figurait sur aucun des panneaux d'information touristique qu'elles avaient vus dans le village. « Vous connaissez bien la région ?» avait demandé Sophie, visiblement fascinée par leur guide. « Intimement ?» avait répondu Emmanuel. « J'y vis depuis plusieurs années. J'ai découvert des endroits que même les habitants d'ici ne connaissent pas. Des lieux où l'on peut vraiment ressentir la présence divine. » Il marchait depuis une vingtaine de minutes quand Marie-Claire avait eu l'impression qu'il s'éloignait de plus en plus de toute civilisation. Le sentier était de plus en plus étroit, de plus en plus difficile à suivre. Les arbres se resserraient autour d'eux, filtrant la lumière du soleil jusqu'à créer une pénombre inquiétante. « C'est encore loin ?» avait-elle demandé, essayant de masquer son inquiétude grandissante. « Patience !» avait répondu Emmanuel sans se retourner. « Les plus belles découvertes demandent des efforts. » Sophie, elle, semblait en extase. Elle photographiait les jeux de lumière, notait dans son carnet les sensations qu'elle éprouvait, parlait de communion avec la nature et de chemin initiatique. Marie-Claire admirait la capacité de son amie à voir de la beauté partout. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle s'enfonçait peut-être trop loin, trop vite, avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Au bout d'une heure de marche, ils étaient arrivés dans une clairière circulaire entourée de rochers. L'endroit était effectivement impressionnant. On pouvait voir toute la vallée, le village en contrebas, et le chantier de la statue qui paraissait minuscule à cette distance. Mais Marie-Claire avait remarqué autre chose. Il n'y avait plus aucun sentier visible. Comment allait-elle retrouver leur chemin? « C'est magnifique !» s'était exclamée Sophie, sortant sa caméra. « Marie-Claire, prends-moi en photo avec ce paysage en arrière-plan. » Marie-Claire S. était exécutée, mais son malaise grandissait. Emmanuel S. était retiré à l'écart, les observant avec une attention qui lui semblait excessive. Et surtout, elle avait remarqué qu'il regardait constamment sa montre, comme s'il attendait quelque chose. « Il va bientôt faire nuit », avait-elle dit. « Nous devrions peut-être redescendre. »« Oh, mais la lumière du soir est si belle !» avait protesté Sophie. « Et puis, Emmanuel nous a dit qu'il y avait d'autres points de vue à découvrir. » C'était vrai. Leur guide avait évoqué un second Mirante, encore plus spectaculaire, accessible par un autre sentier. Mais quelque chose dans sa façon de proposer cette extension de leur excursion avait définitivement alerté Marie-Claire. « Sophie » avait-elle murmuré en s'approchant de son amie, « je crois qu'on devrait rentrer, maintenant. »
Mais Sophie était trop absorbée par ses découvertes pour écouter les appréhensions de Marie-Claire. Elle voulait voir le coucher du soleil depuis ce point de vue exceptionnel. Elle voulait continuer à explorer. Elle voulait profiter de chaque instant de cette expérience qu'elle vivait comme une révélation spirituelle. Le soleil commençait à décliner derrière les montagnes, projetant des ombres de plus en plus longues sur la clairière. Marie-Claire sentait l'angoisse lui nouer l'estomac. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'angoisse de Marie-Claire se précisait à mesure que les minutes S écoulaient. Emmanuel S. était rapproché d'elle sous prétexte de leur montrer les détails du paysage. Mais ses gestes avaient quelque chose de trop familier, de trop insistant. Lorsqu'il avait posé sa main sur l'épaule de Sophie pour lui indiquer une direction, Marie-Claire avait vu son amie se raidir imperceptiblement. Le second Mirante est juste de l'autre côté de cette crête, avait expliqué Emmanuel, désignant un ensemble de rochers qui disparaissaient dans l'ombre grandissante. C'est là que l'on peut vraiment comprendre le projet spirituel de Notre-Dame de la Source. C'est là que la Vierge elle-même se révèle aux âmes pures. Sophie avait regardé Marie-Claire avec des yeux suppliants. Cette quête spirituelle signifiait tant pour elle, surtout depuis la mort de sa mère. Marie-Claire connaissait cette expression. C'est était celle que Sophie arborait chaque fois qu'elle cherchait désespérément un signe, une consolation, quelque chose qui donnerait un sens à sa douleur. D'accord, avait cédé Marie-Claire, malgré son instinct qui lui criait de partir. Mais pas longtemps, il commence à faire sombre. Emmanuel avait souri, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr, juste quelques minutes pour que vous puissiez voir la vraie face de ce lieu. Il les avait guidés vers un sentier encore plus étroit, si étroit qu'il fallait marcher en file indienne. Marie-Claire fermait la marche, Sophie au milieu, Emmanuel en tête. Cette configuration la mettait mal à l'aise. Elle ne pouvait plus voir le visage de leur guide, et elle avait l'impression qu'il s'enfonçait dans un labyrinthe dont il ne parviendrait plus à sortir. Le sentier descendait maintenant, serpentant entre des rochers de plus en plus imposants. La végétation changeait, les arbres étaient plus denses, plus sombres. Et Marie-Claire avait remarqué des traces étranges sur le sol, des marques qui ressemblaient à des passages répétés, comme si cet endroit était fréquenté régulièrement malgré son apparente inaccessibilité. Emmanuel avait appelé Sophie. « Parlez-nous de votre vocation. Comment êtes-vous devenu frère ?» Il y avait eu un silence. Emmanuel S. était arrêté, se retournant vers elle avec une expression difficile à déchiffrer dans la pénombre croissante. « Ma vocation, c'est une longue histoire. Disons que j'ai découvert ma vraie mission ici, dans cette région. J'ai compris que certaines âmes avaient besoin d'être guidées vers la vérité. » La façon dont il avait prononcé le mot « guidé » avait fait frissonner Marie-Claire. Il y avait quelque chose de possessif, de menaçant dans son intonation. Ils avaient continué à marcher pendant encore 10 minutes avant d'arriver dans un espace plus ouvert. Une sorte de cirque naturel formé par des parois rocheuses. Au centre, il y avait les vestiges d'une construction ancienne, des pierres disposées en cercle, comme un ancien hôtel ou un foyer. Marie-Claire avait immédiatement pensé aux histoires que racontait sa grand-mère sur les anciens rites païens pratiqués dans les forêts. « Voilà », avait annoncé Emmanuel, le vrai cœur spirituel de Saint-Pierre de Colombier. Bien avant que l'association ne décide d'y construire sa statue, cet endroit était déjà sacré, mais d'une manière différente. Sophie S. était approchée des pierres, fascinée. C'est ancien, très ancien, et toujours actif, pourrait-on dire. Emmanuel S. était positionné de manière à bloquer le chemin par lequel ils étaient arrivés. Marie-Claire l'avait remarqué et son cœur S était mis à battre plus fort. « Sophie, avait-elle murmuré, il faut qu'on y aille. » Maintenant, mais Sophie était absorbée par sa contemplation. Elle avait sorti son carnet et griffonnait rapidement, comme si elle voulait capturer l'essence de ce lieu mystérieux. « C'est extraordinaire, Marie-Claire. Je sens quelque chose. Une présence. » « Exactement, avait approuvé Emmanuel, s'approchant encore.
Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ces énergies. Vous, mademoiselle Sophie, vous avez ce don. Cela se voit. Il était maintenant tout près d'elle, trop près. Marie-Claire avait vu la main d'Emmanuel effleurer le bras de Sophie, puis s'attarder sur sa nuque avec une familiarité déplacée. « Ne la touchez pas », avait dit Marie-Claire d'une voix ferme, s'avançant vers eux. Emmanuel S. était tourné vers elle, et pour la première fois, elle avait vu son vrai visage. L'expression bienveillante avait disparu, remplacée par quelque chose de froid, de calculateur, presque prédateur. « Ah, Marie-Claire, toujours si méfiante, c'est dommage, votre amie est beaucoup plus ouverte aux expériences spirituelles. » Sophie avait levé les yeux de son carnet, soudain consciente de la tension qui montait entre ses compagnons. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ma chère Sophie, » avait répondu Emmanuel, retrouvant instantanément son ton doucereux. « Simplement, certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir les révélations que ce lieu peut offrir. » Marie-Claire avait saisi le bras de Sophie. « On part, maintenant. » Mais maintenant, Sophie, l'autorité inhabituelle dans la voix de Marie-Claire, avait alerté Sophie. Elle avait regardé autour d'elle, réalisant soudain qu'elles étaient très loin de tout, seule avec un homme qu'elle ne connaissait pas, dans un endroit que personne ne pourrait retrouver. Oui, tu as raison. Il commence à faire vraiment sombre. Emmanuel n'avait pas bougé de sa position, bloquant toujours le sentier. Oh, mais pourquoi partir si vite? La nuit apporte des révélations que le jour ne peut offrir. Et puis, il avait sorti quelque chose de sa poche, une petite flasque métallique. J'avais apporté un peu de vin béni pour célébrer cette découverte spirituelle. Marie-Claire avait attrapé fermement la main de Sophie. « Écartez-vous. Nous voulons partir. Je crains que ce ne soit plus possible, » avait murmuré Emmanuel, et sa voix avait complètement changé. Plus de douceur feinte, plus de dévotion affichée. Quelque chose de dur, de menaçant. Vous voyez, mes chères demoiselles, ce lieu a ses règles, et ceux qui le découvrent, eh bien, disons qu'ils font désormais partie de son histoire. Sophie avait serré plus fort le carnet contre sa poitrine, comme si cet objet familier pouvait la protéger de la menace qu'elle sentait maintenant planer sur elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Emmanuel avait ri, un rire sans joie qui résonnait étrangement contre les parois rocheuses. « Ce que je veux dire, ma douce Sophie, que certaines expériences spirituelles demandent des sacrifices, que certaines révélations ont un prix. » Marie-Claire avait senti la panique l'envahir, mais elle était forcée à rester calme. Elle connaissait Sophie, son amie était fragile émotionnellement depuis la mort de sa mère, vulnérable à quiconque prétendait détenir des vérités spirituelles. Elle devait la protéger, coûte que coûte. « Sophie, recule vers moi, doucement. » Mais Emmanuel S. était déplacé avec une agilité surprenante, se positionnant maintenant entre les deux jeunes femmes. « Non, non, ne gâchons pas ce moment magique par de la peur irrationnelle. Sophie, vous ressentiez quelque chose tout à l'heure, n'est-ce pas? Une présence ?» Sophie avait hoché la tête malgré elle, hypnotisée par le regard intense de l'homme. « Oui, j'ai cru sentir. Votre mère ?» avait achevé Emmanuel. « Elle est ici, Sophie. Elle vous attend. Mais pour la rejoindre, pour vraiment la rejoindre, il faut accepter de franchir un certain seuil. » Les larmes avaient commencé à couler sur les joues de Sophie. La manipulation psychologique était habile, cruelle. Utiliser son deuil, sa quête désespérée de sens, sa vulnérable spiritualité. « Vous mentez », avait dit Marie-Claire d'une voix tremblante, mais déterminée. « Ma mère n'est pas ici. Et même si elle l'était, elle ne voudrait pas que je... »« Que vous quoi, Sophie ?» avait interrompu Emmanuel. « Que vous trouviez enfin la paix ? Que vous compreniez enfin pourquoi elle a été rappelée si tôt ? Il y a une raison à tout. Ma chère, et cette raison, je peux vous la révéler. » Marie-Claire avait vu Sophie vaciller, tirailler entre son instinct de survie et son désir éperdu de retrouver sa mère. Était le moment le plus dangereux, celui où la logique cède face au désespoir. « Sophie, regarde-moi. »
Marie-Claire avait parlé d'une voix douce mais ferme. « Regarde-moi et souviens-toi de ce que ta mère t'a toujours dit. Tu me l'as raconté 100 fois. Elle voulait que tu vives, que tu sois heureuse, que tu construises ta vie, pas que tu la rejoignes. » Sophie avait cligné des yeux comme si elle émergeait d'un rêve. « Marie-Claire, oui, c'est moi, ta vraie amie, celle qui t'accompagne depuis 2 ans dans ta douleur, sans jamais essayer de t'exploiter. » Emmanuel avait senti que son emprise psychologique se fissurait. Son visage était durci. « Vous ne comprenez pas l'opportunité qui vous est offerte. Ce lieu, cette association, nous offrons aux âmes perdues une chance de... » « De quoi ?» avait explosé Marie-Claire. « De disparaître? De devenir des victimes de vos rituels ?» Le mot avait échappé à Marie-Claire, mais il avait fait mouche. Emmanuel avait tressailli, révélant involontairement qu'elle avait visé juste. « Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas, » avait-il murmuré, sa main se dirigeant vers quelque chose dans sa poche. L'association Notre-Dame de la Source a une mission sacrée. Nous préservons les traditions anciennes, nous honorons les sacrifices nécessaires. Sophie avait reculé d'un pas, enfin pleinement consciente du danger. Les sacrifices? Quels sacrifices? Emmanuel avait sorti de sa poche un objet que Marie-Claire n'avait pas immédiatement identifié dans la pénombre, quelque chose de métallique qui brillait faiblement à la lueur des derniers rayons du soleil couchant. « Celles qui viennent ici ne repartent pas inchangées », avait-il dit d'une voix maintenant complètement dépourvue de chaleur. « Certaines découvrent la vérité spirituelle, d'autres, d'autres servent la cause d'une manière différente. » Marie-Claire avait compris qu'il ne s'agissait plus de fuir, mais de survivre. Elle avait cherché du regard une issue, un passage, n'importe quoi qui pourrait leur permettre de échapper à ce piège. « Sophie, quand je te dis maintenant, tu cours vers les rochers là-bas, tu grimpes, et tu ne t'arrêtes pas, quoi qu'il arrive. Mais Marie-Claire, promets-le-moi. Je promets. » Emmanuel était avancé encore. L'objet métallique maintenant clairement visible, une sorte de couteau rituel orné de symboles gravés. « Il est trop tard pour fuir, mes chères demoiselles. Ce lieu a faim, et vous allez le nourrir. Maintenant !» avait crié Marie-Claire. Sophie s'était élancée vers les rochers pendant que Marie-Claire se jetait sur Emmanuel pour le déséquilibrer. L'homme était plus fort qu'elle, mais la surprise avait joué en sa faveur. Il était tombé en arrière, lâchant son couteau qui avait ricoché sur les pierres anciennes. « Cours, Sophie, cours !» Sophie grimpait déjà sur les rochers, ses mains écorchées par la pierre rugueuse, son carnet serré contre elle. Elle entendait derrière elle les bruits de lutte, les cris étouffés et la voix de Marie-Claire qui lui ordonnait de continuer, de ne pas se retourner. Elle avait atteint le sommet du premier rocher quand elle avait entendu un cri déchirant qui lui avait glacé le sang. La voix de Marie-Claire, mais déformée par la douleur et la terreur. Marie-Claire avait-elle hurlé, se retournant malgré les recommandations de son amie. En bas, dans le cirque de pierre, elle avait vu Emmanuel debout, au-dessus de Marie-Claire qui gisait au sol, immobile. Il levait les yeux vers elle, et même dans l'obscurité croissante, elle avait pu voir son sourire terrible. « Descendez, Sophie !» avait-il appelé d'une voix redevenue étrangement calme. « Votre amie a besoin de vous. » Sophie avait voulu descendre, mais quelque chose dans l'immobilité de Marie-Claire, quelque chose dans le sourire d'Emmanuel, lui avait dit que était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Marie-Claire avait sacrifié sa liberté, peut-être sa vie, pour qu'elle puisse échapper. Elle ne pouvait pas gâcher ce sacrifice. Les larmes coulant sur ses joues, elle avait continué à grimper, s'éloignant du cirque maudit, s'enfonçant dans la nuit noire de la forêt ardéchoise. Elle avait couru pendant des heures, trébuchant sur les racines, s'écorchant aux branches, guidée seulement par les étoiles et par un instinct de survie qu'elle ne se connaissait pas. Son carnet, miraculeusement, était resté serré contre sa poitrine, témoin silencieux de cette nuit d'horreur.
Quand elle avait enfin aperçu les lumières du village, l'aube commençait à poindre. Elle était tombée de épuisement devant la gendarmerie, réveillant le brigadier de garde par ses coups frénétiques contre la porte. « Mon ami, Marie-Claire, Emmanuel, le cirque de Pierre, il l'a. » Mais les mots ne sortaient pas. Le choc, l'épuisement, la terreur l'avaient rendue presque incohérente. Le gendarme, un homme d'âge mûr habitué aux touristes égarés, avait d'abord pensé à une simple panique nocturne. Il avait fallu plusieurs heures pour qu'elle parvienne à raconter une version compréhensible des événements. Et quand enfin une équipe de recherche S était formée pour partir à la recherche de Marie-Claire et de cette mystérieuse Emmanuel, il était déjà trop tard. Ils avaient retrouvé le cirque de Pierre grâce aux indications de Sophie, mais l'endroit était vide. Aucune trace de lutte, aucune trace de sang, aucune trace de Marie-Claire, comme si elle s'était volatilisée. Emmanuel avait également disparu. Les recherches à son sujet avaient révélé quelque chose de troublant. Aucun frère Emmanuel N était officiellement rattaché à l'association Notre-Dame de la Source. Le père Moreau, interrogé, avait nié connaître cet homme, nié l'avoir envoyé vers les deux jeunes femmes. Il a dû se faire passer pour l'un des nôtres, avait-il expliqué aux gendarmes avec une expression de consternation parfaitement jouée. Ces pauvres demoiselles ont été victimes d'un individu qui a abusé de leur confiance et de leur foi. Sophie avait insisté, le père Moreau lui-même leur avait présenté Emmanuel, lui-même avait organisé cette excursion maudite. Mais face aux prêtres en soutane, aux témoins de l'association qui juraient n'avoir jamais vu cet Emmanuel, face à l'absence totale de preuves, sa version des faits avait commencé à sembler confuse. Le traumatisme peut parfois déformer les souvenirs, avait expliqué avec bienveillance un psychiatre mandaté par l'enquête. Dans des situations de stress extrême, l'esprit peut créer des connexions qui n'existent pas, mélanger les événements. Sophie savait ce qu'elle avait vécu, elle savait ce qu'elle avait vu. Mais contre l'autorité morale de l'Église, contre l'absence de preuves matérielles, contre sa propre vulnérabilité psychologique, sa vérité semblait fragile, contestable. L'enquête avait piétiné pendant des semaines. On avait interrogé tous les habitants du village, fouillé tous les recoins de la forêt, vérifié tous les registres d'hôtels de la région. Marie-Claire Dubois semblait avoir disparu de la surface de la terre. Sophie était retournée à Clermont-Ferrand, mais elle était plus la même. Elle avait donné sa démission du cartorio. Incapable de supporter le bureau qu'elle avait partagé avec Marie-Claire, les dossiers qu'elle classait ensemble, les pauses café où elle rêvait de évasion. LS était murée dans un silence douloureux, ne parlant de l'affaire qu'aux gendarmes et aux rares journalistes qui s'y intéressaient encore. Le reste du temps, elle relisait obsessionnellement son carnet bleu, y cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer, des détails qui pourraient innocenter sa mémoire. Les semaines S étaient transformées en mois. L'affaire de Saint-Pierre de Colombier était devenue un fait divers régional parmi d'autres. Une de ces histoires troublantes mais sans conclusion qui finissent par sombrer dans l'oubli. Mais Sophie, elle, ne pouvait oublier. Chaque nuit, elle revoyait le sourire terrible d'Emmanuel. Chaque nuit, elle entendait le cri de Marie-Claire. Chaque nuit, elle se demandait si elle aurait pu agir différemment, sauver son amie. Empêcher l'irréparable. Elle avait tenté de retourner à Saint-Pierre de Colombier 6 mois plus tard, déterminée à retrouver le cirque de Pierre, à chercher des indices que les gendarmes auraient manqués. Mais l'endroit avait changé. De nouveaux sentiers avaient été tracés, de nouvelles pancartes installées. Le cirque lui-même semblait différent, plus petit, moins impressionnant. Comme si quelqu'un avait volontairement modifié le paysage pour effacer les traces de ce qui s'y était passé. Elle avait interrogé Madame Fournier, leur ancienne hôtesse. La vieille dame l'avait accueillie avec une étrange froideur, prétendant ne pas bien se souvenir d'elle, évitant son regard. Des jeunes femmes, oui, j'en reçois beaucoup, je ne peux pas me souvenir de toutes. Mais Sophie avait vu la peur dans ses yeux. Madame Fournier se souvenait parfaitement. Elle savait quelque chose, mais quelque chose l'empêchait de parler. Le père Moreau, lui, avait été plus direct.
Mademoiselle Martin, je comprends votre douleur, mais ressasser ces événements tragiques ne vous aidera pas à faire votre deuil. Votre ami a eu un incident, sans doute. La montagne est dangereuse, il faut accepter et passer à autre chose. Un incident. Voilà la version officielle qui s'était peu à peu imposée. Marie-Claire Dubois, jeune femme inexpérimentée en randonnée, était égarée dans la forêt ardéchoise et avait fait une chute mortelle dans un ravin. Son corps n'avait jamais été retrouvé en raison de la densité de la végétation et de la difficulté d'accès de certaines zones. Sophie savait que était un mensonge. Mais comment prouver la vérité quand tous les témoins se taisent, quand toutes les preuves disparaissent, quand même sa propre sanité mentale est mise en doute? Elle était repartie de Saint-Pierre-de-Colombier plus désespérée que jamais, mais avec une certitude renforcée. Marie-Claire N n'était pas morte accidentellement. Elle avait été victime de quelque chose de plus sombre, de plus organisé qu'un simple fait divers, et cette certitude allait la consumer pendant des années, alimentant une obsession qui finirait par transformer sa quête de vérité en mission de vie. Les années qui suivirent la disparition de Marie-Claire transformèrent Sophie Martin en une femme différente. Le traumatisme avait gravé sur son visage des rides prématurées, et ses yeux, autrefois si doux, portaient maintenant, éclat dur de ceux qui ont vu l'impensable. Elle avait déménagé dans un petit appartement de Lyon, loin des souvenirs de Clermont-Ferrand, et avait trouvé un emploi de secrétaire dans un cabinet d'avocats spécialisé en affaires criminelles. Ce choix n'était pas innocent. Sophie avait découvert une vocation tardive pour la justice, une fascination pour les mécanismes qui permettent parfois de révéler la vérité quand tout semble perdu. Elle passait ses soirées à étudier les procédures judiciaires, à comprendre comment fonctionnent les enquêtes, à apprendre les techniques d'investigation qui auraient peut-être pu sauver Marie-Claire, mais surtout, elle surveillait Saint-Pierre-de-Colombier. Grâce à ses nouvelles compétences et à ses contacts dans le milieu judiciaire, Sophie avait réussi à mettre en place un réseau d'informations discret mais efficace. Elle entretenait des correspondances avec des journalistes locaux, des gendarmes retraités, des habitants de la région qui acceptaient de lui transmettre les rumeurs et les faits divers suspects. Et petit à petit, un pattern avait émergé. Tous les 2 ou 3 ans, une jeune femme disparaissait dans la région de l'Ardèche. Jamais dans des circonstances identiques, jamais avec assez de similarité pour attirer l'attention des autorités, mais toujours avec des points communs troublants. Elles étaient seules ou en petits groupes, elles s'intéressaient à la spiritualité et elles avaient toutes, d'une manière ou d'une autre, été en contact avec l'association Notre-Dame de la Source. En 1994, Amélie Rousseau, 25 ans, étudiante en théologie à Grenoble, avait disparu après avoir participé à une retraite spirituelle organisée par l'association. Elle était venue avec un groupe d'amis, mais elle seule, était jamais remontée dans le quart du retour. Ses compagnes avaient expliqué qu'elle avait voulu prolonger son expérience spirituelle et rester quelques jours de plus. On ne l'avait jamais revue. En 1996, était Isabelle Moreau, une infirmière de 28 ans en dépression après un divorce difficile. Elle avait écrit à sa sœur qu'elle avait trouvé un guide spirituel exceptionnel qui allait l'aider à franchir une étape décisive de son évolution personnelle. Sa voiture avait été retrouvée sur le parking du village, ses affaires dans sa chambre d'hôtel, mais elle avait disparu. En 1988, Céline Dubray, institutrice de 26 ans, avait participé à une cérémonie de bénédiction de la statue en construction. Ses parents avaient reçu une lettre d'elle expliquant qu'elle avait décidé de consacrer sa vie au service de Notre-Dame de la Source et qu'elle ne reviendrait plus. La lettre était authentique, écriture vérifiée, mais Céline n'avait jamais été du genre mystique et sa décision avait stupéfait tous ceux qui la connaissaient. Sophie avait méticuleusement constitué un dossier sur chacun de ces cas, cherchant les liens, les récurrences, les témoins communs.
et un nom revenait régulièrement de manière périphérique mais constante, celui du père Augustin Moreau. Il était toujours là, en arrière-plan, dirigeant l'association, organisant les événements, accueillant les pèlerines. Jamais directement impliqué, jamais formellement accusé, mais toujours présent dans l'entourage des femmes qui disparaissaient. Sophie avait tenté plusieurs fois de reprendre contact avec lui, se faisant passer pour une journaliste ou une chercheuse en sociologie religieuse. Mais Moreau était devenu méfiant au fil des années. Il refusait systématiquement les interviews, se cachait derrière des porte-paroles, évitait toute exposition médiatique. L'association elle-même avait évolué. Elle était devenue plus structurée, plus fermée aussi. Les retraites spirituelles étaient désormais sur invitation seulement. Les visiteurs triés sur le volet, les activités moins publicisées, comme si l'organisation avait tiré les leçons des incidents passés et était blindée contre les investigations extérieures. Mais en 1999, tout avait changé. Sophie venait de terminer sa journée au cabinet d'avocat quand elle avait reçu un appel qui allait relancer son obsession de manière spectaculaire. L'interlocutrice était une journaliste de Lyon Matin, Valérie Garneau, spécialisée dans les affaires judiciaires. Mademoiselle Martin, je crois que vous vous intéressez aux activités de l'association Notre-Dame de la Source. Sophie avait senti son cœur s'accélérer. Pourquoi cette question? Parce qu'il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire à Saint-Pierre-de-Colombier. Quelque chose qui va vous intéresser au plus haut point. Valérie Garneau lui avait donné rendez-vous le lendemain dans un café discret du centre de Lyon. C était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et aux yeux perçants, qui portait son métier comme une armure. Elle avait sorti de son sac une enveloppe Kraft épaisse. Voilà ce qu'on a découvert hier dans la maison de retraite de l'association, avait-elle expliqué, en étalant des photocopies sur la table. Une boîte métallique cachée derrière un mur, dans le sous-sol. Sophie Essay était penchée sur les documents et son sang était glacé. Il y avait là des pages de son propre carnet, celui qu'elle avait serré contre elle pendant la fuite de 1991. Des pages qu'elle avait écrites de sa main, décrivant leurs impressions sur le chantier, leurs conversations avec le père Moreau, leurs préparatifs pour l'excursion fatale. Comment ces pages sont-elles arrivées là? C'est exactement la question que se posent les gendarmes, avait répondu Valérie. Mais ce n'est pas tout. Elle avait sorti d'autres photocopies, des fragments de lettres dans des écritures différentes, toutes adressées à des familles, toutes expliquant des décisions soudaines de changement de vie ou de retraite spirituelle. Sophie avait reconnu certains noms, Amélie Rousseau, Isabelle Moreau, Céline Dubray. Toutes ces lettres ont été trouvées dans la même boîte, avait continué Valérie, avec d'autres objets personnels, des bijoux, des photos, des carnets, comme des trophées. Sophie avait dû s'appuyer au dossier de sa chaise pour ne pas défaillir. Vous pensez que... Je pense que quelqu'un conservait des souvenirs de ses victimes et que cette personne avait accès au sous-sol de la maison de retraite de l'association. La découverte avait relancé toutes les enquêtes sur les disparitions précédentes. Les gendarmes avaient débarqué à Saint-Pierre-de-Colombier avec des mandats de perquisition. Des chiens de recherche, des experts en criminalistique. Pour la première fois depuis 1991, l'affaire sortait du domaine du fait divers local pour devenir une investigation criminelle sérieuse. Mais l'association avait bien préparé sa défense. Le père Moreau avait exprimé sa consternation absolue devant ces découvertes. Il avait expliqué que la maison de retraite était utilisée par de nombreuses personnes au fil des années, qu'il était impossible de déterminer qui avait pu dissimuler cette boîte dans le sous-sol. Il avait évoqué un individu malade qui aurait abusé de l'hospitalité de l'association pour commettre ces crimes. « Nous sommes les premières victimes de cette affaire », avait-il déclaré aux journalistes. Notre mission de foi et de charité a été détournée par un prédateur qui s'est servi de notre confiance pour attirer ses proies. L'enquête avait révélé que plusieurs personnes avaient eu accès à la maison de retraite au fil des années.
des bénévoles, des ouvriers, des pèlerins hébergés temporairement. Impossible d'identifier formellement le coupable. Et surtout, aucun des dirigeants officiels de l'association n'avait pu être formellement mis en cause. Mais Sophie avait remarqué quelque chose que les enquêteurs semblaient avoir négligé: les dates. Les objets trouvés dans la boîte correspondaient exactement aux disparitions qu'elle avait répertoriées. Chaque femme disparue était représentée par un souvenir personnel. Et ces objets avaient été conservés pendant des années, soigneusement organisés, étiquetés même. Ce N n'était pas, elle, œuvre d'un déséquilibré isolé. C était, elle, œuvre de quelqu'un d'organisé, de méthodique, de parfaitement intégré à la structure de l'association. Quelqu'un qui connaissait les victimes, qui les avait approchées, qui avait gagné leur confiance avant de les faire disparaître. Sophie avait partagé ses conclusions avec Valérie Garneau, qui avait commencé sa propre investigation parallèle. Ensemble, elles avaient reconstitué un schéma récurrent. Toutes les victimes avaient été approchées par des guides spirituels, non officiels. Des hommes qui prétendaient être liés à l'association sans pour autant figurer dans ses organigrammes. Comme votre Emmanuel, avait fait remarquer Valérie. Un fantôme qui agit au nom de l'association sans en faire officiellement partie. Elles avaient découvert d'autres témoignages troublants, des femmes qui avaient eu des expériences similaires mais qui avaient réussi à échapper ou qui avaient été sauvées par des circonstances fortuites. Toutes parlaient d'hommes charmants, cultivés, qui prétendaient détenir des secrets spirituels et qui les attiraient vers des lieux isolés. Mais quand ces femmes tentèrent de porter plainte ou de témoigner officiellement, elles se heurtaient au même mur de silence que Sophie 8 ans plus tôt. Les autorités ecclésiastiques niaient connaître ces hommes. Les témoins se rétractaient, les preuves disparaissaient. Il y a un système, avait conclu Valérie. Un réseau qui protège les prédateurs et qui fait disparaître les preuves. Et ce réseau est suffisamment puissant pour influencer les enquêtes officielles. Sophie avait senti l'espoir renaître. Pour la première fois depuis la disparition de Marie-Claire, Hélène était plus seule dans sa quête de vérité. Une professionnelle de l'investigation la prenait au sérieux, validait ses théories, partageait sa détermination. Ensemble, elles avaient élaboré un plan d'action. Valérie utiliserait ses contacts dans la presse et la justice pour maintenir la pression médiatique sur l'affaire. Sophie, de son côté, retournerait à Saint-Pierre-de-Colombier pour tenter de renouer le contact avec d'anciens témoins qui pourraient avoir de nouveaux éléments à révéler. « Soyez prudente », avait averti Valérie. « Si notre théorie est correcte, ces gens sont dangereux et ils savent qui vous êtes. » Sophie était consciente des risques. Mais 8 années de frustration et de culpabilité l'avaient rendue intrépide. Elle devait à Marie-Claire de découvrir la vérité. Elle se devait à elle-même de prouver qu'elle n'était ni folle ni mythomane. Son retour à Saint-Pierre-de-Colombier en octobre 1999 fut différent de ses précédentes visites. Le village avait changé. La statue était maintenant presque achevée, imposante silhouette de béton et de pierre qui dominait toute la vallée. Des cars de touristes stationnaient sur la place centrale. Des boutiques de souvenirs religieux avaient ouvert. Des hôtels plus modernes proposaient leurs services aux pèlerins. L'association Notre-Dame de la Source avait prospéré malgré les scandales. Ou peut-être grâce à eux, rien n'attire autant que le mystère et la controverse. Sophie avait pris une chambre dans une pension tenue par de nouveaux propriétaires. Loin de Madame Fournier qui refusait maintenant catégoriquement de la recevoir. Elle avait prévu de rester 1 semaine, le temps de reprendre contact avec d'anciens témoins et de sonder les nouveaux habitants. Mais dès le premier soir, elle avait compris qu'elle était attendue. Un homme l'avait abordée au restaurant où elle dînait. La soixantaine, cheveux blancs, costume sombre, croix dorée au revers de la veste. Ilès était présenté comme Père Gabriel, nouveau responsable des relations extérieures de l'association. Mademoiselle Martin, n'est-ce pas? Nous nous souvenons de vous. Une histoire bien triste, cette disparition de votre ami. Nous espérons que vous avez réussi à faire votre deuil. Le ton était courtois, mais il y avait quelque chose de menaçant dans cette approche directe. Comment savait-il qu'elle était en ville?
Comment connaissait-il son nom, son visage, son histoire? Je ne fais que passer, avait-elle répondu évasivement. Bien sûr, mais si vous envisagiez de remuer le passé, permettez-moi de vous déconseiller cette démarche pour votre propre bien. Sophie avait senti son sang se glacer. Est-ce une menace? Non, mademoiselle, un conseil bienveillant. Cette région a ses secrets, et certains secrets sont dangereux à déterrer. Votre ami l'a appris à ses dépens. Il était levé, avait réglé son addition et celle de Sophie, puis était dirigé vers la sortie. Avant de franchir le seuil, il était retourné une dernière fois. Bonne nuit, mademoiselle Martin. J'espère que votre séjour sera paisible. Cette nuit-là, Sophie n'avait pas fermé l'œil. Elle avait barricadé sa porte, vérifié plusieurs fois les fermetures de ses fenêtres, sursauté au moindre bruit. Pour la première fois depuis 8 ans, elle se retrouvait face à face avec ceux qui avaient fait disparaître Marie-Claire, et ils savaient qu'elle était là. Le lendemain matin, elle avait pris contact avec Madame Bernadette Fournier, malgré les réticences de cette dernière. Elle l'avait trouvée vieillie, affaiblie, mais surtout terrifiée. La vieille dame accepta finalement de la recevoir, mais seulement après être assurée qu'elles ne seraient pas vues ensemble. « Ils m'ont dit de ne plus jamais parler de cette histoire », avait murmuré Madame Fournier dans sa cuisine sombre, aux volets fermés. « Ils m'ont dit que ce serait très mauvais pour ma santé si je continuais à recevoir des questions sur ce qui s'est passé. » Qui ça, ils? Des hommes de l'association, pas le père Moreau directement, mais des gens qui travaillent pour lui. Ils sont venus chez moi plusieurs fois ces dernières années. Ils m'ont expliqué que je risquais de compromettre la mission spirituelle de Notre-Dame de la Source si je continuais à répandre des rumeurs. Sophie avait senti la colère monter en elle. « Madame Fournier, ces gens vous menacent pour vous faire taire. Vous le comprenez ?» La vieille dame avait hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je le sais bien, ma petite. Mais que voulez-vous que je fasse? Je suis seule, je suis 3 mois plus tard, en janvier 2000. L'affaire Saint-Pierre de Colombier explosait dans les médias nationaux. Valérie Garneau avait tenu sa promesse. Ses contacts au ministère de la Justice avaient diligenté une enquête de grande envergure, mobilisant la police judiciaire, la gendarmerie nationale et même des experts internationaux en crimes organisés. Les photos de Sophie, développées dans un laboratoire sécurisé de la police scientifique, avaient révélé l'étendue du système criminel. Les galeries souterraines étaient encore plus vastes que ce qu'elle avait pu explorer. Un véritable complexe souterrain comportant plusieurs salles, reliées entre elles par des tunnels parfaitement aménagés. L'enquête avait permis d'identifier au moins 15 femmes disparues sur une période de 10 ans, toutes dans des circonstances similaires à celles de Marie-Claire. Mais le plus troublant était la découverte, dans les galeries, de restes humains qui confirmaient le pire. Certaines de ces femmes n'avaient jamais quitté Saint-Pierre de Colombier. Sophie avait suivi les développements de l'enquête depuis sa cachette, un petit village de Bretagne où elle avait trouvé refuge chez une cousine éloignée. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, de nouveaux éléments qui confirmaient ses théories les plus sombres. L'association Notre-Dame de la Source était bien plus qu'une organisation religieuse traditionnaliste. Elle servait de couverture à un réseau de prédateurs qui utilisaient la spiritualité et la quête de sens de jeunes femmes vulnérables pour les attirer dans leurs pièges. Les cérémonies évoquées par Henri Dubois étaient en réalité des rituels d'abus organisés dans les galeries souterraines. Le père Augustin Moreau avait été arrêté, ainsi que 6 autres membres de l'association. Mais c'est lors de son interrogatoire que Sophie avait appris la vérité la plus douloureuse sur le sort de Marie-Claire. Valérie Garneau l'avait appelée un soir de février pour lui transmettre les aveux du père Moreau. « Sophie, je ne sais pas comment te dire ça. Moreau a parlé, il a tout avoué, y compris ce qui est arrivé à Marie-Claire. » Sophie avait senti ses jambes se dérober sous elle. Après 9 années d'incertitude, elle allait enfin connaître la vérité sur le sort de son amie.
Marie-Claire est morte cette nuit-là, en septembre 1991, avait continué Valérie d'une voix douce. Mais pas comme tu le croyais. Moreau avait expliqué aux enquêteurs que Marie-Claire et Emmanuel, qui s'appelait en réalité frère Antoine Lemercier, un ancien novice effectivement affilié à l'association, avaient bien eu une altercation au cirque de Pierre. Mais l'issue de cette confrontation était différente de ce que Sophie avait imaginé. Marie-Claire avait effectivement permis à Sophie de S échapper en attaquant Lemercier, mais dans la lutte qui avait suivi, elle était tombée, et S était fracturé le crâne contre les pierres ancestrales. Sa mort avait été accidentelle, selon Moreau, mais Lemercier avait paniqué. Au lieu d'appeler les secours, il avait contacté ses complices de l'association. Ensemble, et ils avaient décidé de faire disparaître le corps et toutes les preuves de ce qui s'était passé pour protéger leurs activités criminelles. Ils ont transporté Marie-Claire dans les galeries souterraines, avait expliqué Valérie, et ils l'ont enterrée là-bas, dans une des salles les plus profondes. Sophie avait fondu en larmes. Pendant 9 ans, elle avait espéré que Marie-Claire était peut-être encore vivante quelque part, retenue prisonnière, attendant d'être secourue. Apprendre qu'elle était morte dès cette première nuit était un choc terrible, mais aussi, d'une certaine manière, un soulagement. Est-ce qu'ils l'ont retrouvée? Oui, Sophie. Les équipes de recherche ont localisé ses restes dans la galerie que Moreau leur a indiquée. Elle va pouvoir avoir des funérailles dignes. Tu vas pouvoir faire ton deuil. Les semaines qui avaient suivi avaient été les plus douloureuses de la vie de Sophie. Elle était retournée à Clermont-Ferrand pour les obsèques de Marie-Claire, 9 ans après sa disparition. La cérémonie avait été bouleversante. Toutes leurs anciennes collègues du Cartorio étaient présentes, ainsi que la famille de Marie-Claire et de nombreux habitants de la région qui avaient suivi l'affaire. Mais c'est lors de cette cérémonie que Sophie avait fait une rencontre qui allait changer sa perception de toute l'histoire. Une femme d'une 50aine d'années était approchée d'elle à la sortie de l'église. Elle avait des cheveux gris tirés en chignon, des yeux fatigués mais déterminés, et portait un simple manteau noir. « Mademoiselle Martin, je suis Claire Dubois, la mère de Marie-Claire. » Sophie avait été surprise. Elle connaissait l'existence de Madame Dubois. Mais Marie-Claire parlait peu de sa famille, évoquant des relations difficiles et distantes. « Madame Dubois, je suis tellement désolée. Si j'avais pu faire quelque chose, si j'avais pu la sauver... » La mère de Marie-Claire avait secoué la tête. « Ne vous culpabilisez pas, mon enfant. Ce qui est arrivé à Marie-Claire, c'est la faute de ces monstres, pas la vôtre. » Elles avaient marché ensemble en silence. Puis, Claire Dubois avait repris la parole. « Je voudrais vous dire quelque chose sur ma fille, quelque chose que les journalistes ne savent pas, que même la police ne sait pas. » Sophie l'avait regardée avec curiosité. « Marie-Claire était anciette quand elle est partie avec vous à Saint-Pierre-de-Colombier. » Sophie avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Enceinte, mais elle ne m'a rien dit. Elle ne le savait peut-être pas elle-même, ou alors elle n'osait pas vous en parler. Les analyses médico-légales ont confirmé. Elle portait un enfant de 6 semaines environ. Cette révélation avait bouleversé Sophie. Marie-Claire, enceinte, partie en quête de spiritualité. Peut-être cherchait-elle des réponses sur son avenir, sur ce qu'elle allait faire de cette grossesse inattendue. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait été si réceptive aux promesses spirituelles d'Emmanuel. « Qui était le père ?» avait demandé Sophie. Claire Dubois avait haussé les épaules. « Nous ne le saurons jamais. » Marie-Claire était très discrète sur sa vie privée, mais ce qui compte, c'est qu'elle portait une nouvelle vie quand la sienne s'est arrêtée. Cette information ajoutait une dimension encore plus tragique à l'histoire. Marie-Claire N n'était pas seulement morte. L'enfant qu'elle portait était mort avec elle. 2 vies fauchées par la folie criminelle de l'association Notre-Dame de la Source. Le procès des membres de l'association avait eu lieu à l'automne 2000.
Sophie avait témoigné, racontant pour la énième fois les événements de septembre 1991, mais aussi sa longue quête de vérité, ses découvertes, sa fuite des galeries souterraines. Le père Augustin Moreau avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre et organisation d'un réseau criminel. Frère Antoine Lemercier, l'homme qui se faisait appeler Emmanuel, avait écopé de 15 ans pour homicide involontaire et séquestration. Les autres membres du réseau avaient reçu des peines allant de 5 à 12 ans de prison. Mais pour Sophie, ces condamnations ne suffisaient pas à réparer 9 années de souffrance, de culpabilité et d'obsession. La justice humaine avait été rendue, mais le vide laissé par la disparition de Marie-Claire ne se comblerait jamais. Après le procès, Sophie avait pris une décision radicale. Elle quittait définitivement la région de Clermont-Ferrand, trop chargée de souvenirs douloureux, pour s'installer à Marseille, où elle ne connaissait personne. Elle avait trouvé un emploi dans une association d'aide aux victimes, mettant ses compétences acquises au fil des années au service d'autres personnes qui, comme elle, avaient été brisées par la violence et l'injustice. Était sa façon de donner un sens à son épreuve, de transformer sa douleur en force pour aider les autres. Valérie Garneau était devenue une amie proche. La journaliste avait écrit un livre sur l'affaire Saint-Pierre de Colombier, livre qui était devenu un best-seller et avait sensibilisé l'opinion publique aux dérives sectaires dans le milieu religieux. Une partie des droits d'auteur avait été reversée à l'association où travaillait Sophie. Mais l'histoire N n'était pas complètement terminée. En 2003, 3 ans après le procès, Sophie avait reçu une lettre qui l'avait profondément troublée. L'expéditeur était anonyme, l'adresse de retour inexistante, mais le contenu était précis et dérangeant. Mademoiselle Martin, vous croyez connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé à Saint-Pierre de Colombier. Vous vous trompez. L'association Notre-Dame de la Source N était que la partie visible d'un réseau beaucoup plus vaste. D'autres structures existent encore, dans d'autres régions, avec les mêmes méthodes et les mêmes objectifs. Votre amie Marie-Claire n'est que l'une des nombreuses victimes d'un système qui continue de fonctionner. Si vous voulez vraiment lui rendre justice, continuez à chercher. La vérité complète est encore plus terrible que ce que vous imaginez. Sophie avait hésité longtemps avant de transmettre cette lettre à la police. Elle avait enfin trouvé un équilibre de vie. Une paix relative après des années de tourments. Rouvrir cette affaire risquait de la replonger dans l'obsession destructrice qui avait failli la détruire. Mais la mémoire de Marie-Claire était plus forte que sa peur. Si d'autres femmes continuaient à disparaître quelque part en France, si d'autres réseaux criminels opéraient sous couvert de spiritualité, elle ne pouvait pas fermer les yeux. Elle avait repris contact avec les enquêteurs qui avaient travaillé sur l'affaire Saint-Pierre de Colombier. Leurs investigations complémentaires avaient effectivement révélé des connexions avec d'autres organisations religieuses suspectes, d'autres disparitions inexpliquées dans différentes régions. L'affaire Saint-Pierre de Colombier N était qu'un maillon d'une chaîne criminelle qui s'étendait sur tout le territoire français et peut-être au-delà. Des réseaux de prédateurs utilisaient la quête spirituelle de personnes vulnérables pour alimenter leurs crimes. En 2015, quand la statue de la Vierge Marie avait finalement été inaugurée à Saint-Pierre de Colombier, construite avec l'argent de l'association criminelle démantelée, une plaque discrète avait été apposée à sa base. Sophie avait assisté à cette cérémonie d'hommage, accompagnée de Claire Dubois et des familles des autres victimes. La plaque portait une inscription simple, pour celles qui ne sont jamais rentrées chez elles. Mais Sophie savait que ce N n'était pas la fin de l'histoire. Quelque part en France, d'autres femmes continuaient à chercher un sens à leur vie. D'autres prédateurs continuaient à exploiter cette quête. D'autres familles pleureraient bientôt des disparitions inexpliquées. Aujourd'hui, à 54 ans, Sophie Martin continue son travail à Marseille, aidant les victimes à reconstruire leur vie après le traumatisme.
mais elle n'a jamais cessé de surveiller les faits divers, de guetter les signalements de disparitions suspectes, de maintenir le réseau d'informations qu'elle a construit au fil des années, car elle le sait, tant qu'il y aura des âmes en détresse cherchant des réponses spirituelles, il y aura des prédateurs pour exploiter cette vulnérabilité. Et tant qu'elle sera en vie, elle se souviendra de Marie-Claire Dubois et de l'enfant qu'elle portait, morts tous les deux par une nuit de septembre 1991, dans les montagnes de l'Ardèche. L'histoire de Saint-Pierre de Colombier nous rappelle que derrière les plus belles promesses spirituelles peuvent se cacher les intentions les plus sombres. Elle nous enseigne que la quête de sens et de transcendance, si naturelle et si légitime, peut devenir un piège mortel entre de mauvaises mains. Marie-Claire Dubois cherchait des réponses après la mort de sa mère. Elle a trouvé la mort. Sophie Martin cherchait la vérité sur la disparition de son amie. Elle a trouvé un réseau criminel qui continue peut-être encore aujourd'hui à opérer dans l'ombre. Mais elle a aussi trouvé autre chose, la force de transformer sa douleur en action, sa colère en justice, son obsession en mission de vie. Et c'est peut-être cela, le vrai miracle de cette histoire tragique, qu'au cœur de tant d'horreur et de souffrance, l'amitié et la détermination d'une femme aient finalement triomphé du silence et de l'impunité. Aujourd'hui, quand Sophie se rend sur la tombe de Marie-Claire au cimetière de Clermont-Ferrand, elle lui parle de toutes ces femmes qu'elle a aidées au fil des années, de toutes ces vies qu'elle a contribué à reconstruire. Elle lui dit que sa mort n'a pas été vaine, qu'elle a permis de sauver d'autres vies, d'éviter d'autres drames, car c'est cela l'héritage de Marie-Claire Dubois, non pas sa disparition tragique, mais la lumière qu'elle a allumée dans le cœur de son amie. Une lumière qui continue de briller 24 ans plus tard, guidant ceux qui se perdent dans les ténèbres de la manipulation et de la violence. Les montagnes de l'Ardèche gardent encore leurs secrets. Les galeries souterraines de Saint-Pierre de Colombier ont été scellées, mais elles témoignent à jamais de la capacité humaine à transformer la foi en instrument de pouvoir, la spiritualité en piège mortel. Pourtant, elles témoignent aussi d'autre chose, de la force extraordinaire d'une amitié qui a survécu à la mort, d'un amour qui a transcendé la peur, d'une détermination qui a fini par triompher du mensonge. Marie-Claire Dubois avait 23 ans quand elle est morte. Elle cherchait un sens à sa douleur après la perte de sa mère. Elle portait en elle une nouvelle vie qui ne verrait jamais le jour. Elle rêvait de transcendance et de paix intérieure. Elle a trouvé la mort dans un lieu qui, les ombres de Saint-Pierre de Colombier.